ce vote s'ouvre de facto la campagne pour le référendum constitutionnel qui doit se tenir le 30 octobre 2016. À ce moment particulier de l'histoire de notre pays, le Front populaire ivoirien et les partis membres de l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire ressentent comme un devoir patriotique et une exigence politique de livrer à leurs compatriotes, aux amis de la Côte d'Ivoire et aux observateurs de la vie politique nationale, leur analyse de ce projet et donner par la même occasion leur position sur le référendum constitutionnel projeté. Seront donc passés en revue le contexte et la procédure adoptés par le chef de l'État pour l'élaboration de cette nouvelle constitution et le texte constitutionnel à soumettre au référendum d'autre part. Le contexte de la procédure d'élaboration de cette constitution. La constitution, comme on le dit, est la loi fondamentale d'un État. Elle fonde et encadre juridiquement l'État et lui confère à la fois légitimité et permanence de son autorité. C'est le principe suprême du droit qui légitime toutes les normes inférieures, imposées par le pouvoir constitutionnel originaire pour combler un vide constitutionnel lorsque des situations ont abouti à la destruction de l'ordre qui prévalait jusque-là, alors l'on procède à la mise en place ou à l'adoption d'une nouvelle constitution. Pour justifier son initiative de doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution, le chef de l'État a évoqué différentes raisons. Les conclusions de la table ronde de l'INAS Marcoussis, tenues du 15 au 23 janvier 2003 à Paris, au cours de laquelle les principales forces politiques du moment ont convenu de la nécessité d'une réforme constitutionnelle en vue de rétablir la confiance et de permettre de sortir de la crise. La résolution 1464 du 4 février 2003 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a endossé les conclusions de la table ronde de l'INAS Marcoussis. La crise post-électorale de 2010-2011 qui a, je le cite, plongé notre pays dans un autre conflit majeur de son histoire, occasionné la mort de plus de 3000 personnes, provoqué l'effondrement de l'État et de l'économie nationale et fortement mis à mal la cohésion sociale. L'engagement qu'il a pris pendant la campagne électorale d'octobre 2015 de doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution démocratique, consensuelle et fédératrice. Une telle ambition exige que le contexte sociopolitique national soit normalisé, assaini, stabilisé et que les Ivoiriens aient retrouvé un minimum de confiance réciproque, que les Ivoiriennes et les Ivoiriens aient fait le deuil des affrontements meurtriers du passé et que la réconciliation nationale fût une réalité. Telle était au demeurant la vision des Nations Unies qui, dans la résolution 2284 du 26 avril 2016, je cite, souligne que le référendum à venir sur la révision constitutionnelle offre à tous les Ivoiriens une occasion importante de se rassembler autour du concept de nation et de s'attaquer aux causes profondes des tensions et du conflit, et demande au gouvernement ivoirien de faire en sorte que le processus de révision constitutionnelle soit ouvert à tous et engage toutes les parties prenantes ivoiriennes, notamment les partis politiques, la société civile et les médias, à continuer d'œuvrer ensemble à la consolidation de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Fin de citation. Malheureusement, M. Alassane Ouattara a refusé avec obstination de créer les conditions démocratiques, consensuelles et fédératrices d'une telle initiative. Il maintient toujours en prison des centaines d'opposants politiques. Des dizaines de cadres proches de l'opposition ont leurs comptes bancaires et avoirs gelés arbitrairement
et illégalement depuis 6 ans. Des dizaines de milliers d'Ivoiriens sont exilés à travers le monde, craignant pour leur liberté, voire leur vie, s'ils rentrent dans leur propre pays. La justice des vainqueurs continue de sévir à travers des procès politiques interminables qui visent à détruire les hommes qu'à rechercher la vérité. La chasse aux sorcières dans toutes les administrations publiques et parapubliques se poursuit, transformée en annexe de la coalition politique au pouvoir. Les populations sans défense et impuissantes sont exposées quotidiennement à l'arrogance et au mépris des gouvernants sans vergogne, etc. De sorte que le pays baigne dans un environnement de frustration, d'écœurement et de tension difficilement compatible avec l'élaboration d'une constitution consensuelle. Au-delà du contexte, la procédure choisie par M. Alassane Ouattara pour l'élaboration de cette nouvelle constitution vient confirmer son refus d'une constitution démocratique, consensuelle et fédératrice. Une démarche autoritaire, illégale et illégitime. L'élaboration d'une constitution est un attribut du peuple souverain pour fonder un État démocratique. En l'occurrence, cette souveraineté s'exerce à travers la mise en place d'une assemblée constituante ou d'une commission constitutionnelle tenant lieu d'assemblée constituante et regroupant toutes les forces vives de la nation. Très tôt, les partis politiques de l'opposition et la société civile ivoirienne ont rappelé au chef de l'État cette exigence. D'autant que les dispositions de la Constitution du 1er août 2000, qui déterminent les pouvoirs du président de la République, ne lui donnent dans ce domaine que des compétences en matière de révision de la Constitution. La Constitution n'a établi nulle part que le président de la République disposait du pouvoir d'abroger la Constitution en vigueur et de doter le pays d'une nouvelle Constitution. Partis politiques de l'opposition et société civile ont produit plusieurs déclarations pour réclamer une démarche inclusive et démocratique, pour une constitution consensuelle et fédératrice. Depuis le 17 septembre 2016, le FPI et l'AFD ont entrepris une tournée de sensibilisation et de mobilisation par des meetings dans les communes de la ville d'Abidjan, dans l'espoir d'infléchir la position du chef de l'État. La décision de l'Alliance d'organiser un sitting de protestation devant l'Assemblée nationale, à l'occasion de l'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire du Parlement, le 5 octobre 2016, avait fait monter la tension d'un cran. M. Alassane Ouattara, malgré tout cela, s'est accroché à son comité d'experts, qui se définit lui-même comme la plume du chef de l'État et non celle du peuple. Il a fait adopter son projet par son gouvernement, puis par son Parlement aux ordres le 11 octobre 2016, de façon expéditive en l'espace de 2 jours, confirmant sa volonté de maintenir le peuple en dehors de l'élaboration de cette nouvelle constitution. Je voudrais rappeler qu'il y a 2 mois, ce même Parlement avait reporté l'examen de la loi portant statut de l'opposition au motif qu'il avait besoin de temps pour l'étudier. Cette attitude constitue une violation grave de toutes les règles, us et coutumes en matière d'élaboration d'une nouvelle constitution. Une négation flagrante des acquis démocratiques majeurs obtenus de haute lutte par le peuple ivoirien et une atteinte intolérable au droit du peuple ivoirien à disposer de lui-même. À 16 jours du référendum, la quasi-totalité de la population ivoirienne ignore tout de la nouvelle constitution. On ne peut comprendre l'opacité qui entoure ce projet et la mise en œuvre solitaire et expéditive qu'à la lumière de son contenu rétrograde, démagogique et monarchique. Une constitution monarchique, démagogique et rétrograde. À la lumière du principe de séparation des pouvoirs, ce projet de constitution marque un recul démocratique grave, inquiétant et intolérable, de sorte que toutes les proclamations qu'elle contient apparaissent démagogiques. Une constitution rétrograde et monarchisante. L'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 stipule, et je cite, que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.
Je voudrais rappeler que quelques années plus tôt, précisément en 1748, Montesquieu avait écrit que, et je le cite, « C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » La théorie de la séparation de pouvoir se comprend de nos jours comme un régime politique dans lequel des organes spécialisés et indépendants, se faisant équilibre, exercent les différentes fonctions essentielles de l'État. Fonctions législatives, fonctions exécutives, fonctions juridictionnelles. Ce projet de constitution que nous propose le chef de l'État viole les principes d'équilibre et d'indépendance des organes exécutifs, législatifs et judiciaires. Le déséquilibre entre l'exécutif et le législatif est manifesté d'abord par l'instauration du bicaméralisme. Fruit de l'histoire constitutionnelle anglaise, le bicaméralisme vise à modérer l'action de la Chambre basse du Parlement, élue au suffrage direct et représentant directement le peuple. Je cite Boissy d'Anglas, rapporteur du projet de constitution de 1795 sous le Directoire en France. Il faut opposer une digue puissante à l'impétuosité du corps législatif. Cette digue, c'est la division des deux assemblées, avait déclaré donc Boissy d'Anglas lors du débat sur la constitution de l'an 8, à la suite du coup d'État de Napoléon Bonaparte. Dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, à aucun moment l'Assemblée nationale n'a manifesté une impétuosité gênante pour l'exécutif qui puisse justifier qu'on veuille la contrôler en divisant le pouvoir législatif en deux assemblées, au risque d'une part de rendre lourde et complexe la procédure législative, et l'exécutif et le législatif est accentué par le pouvoir de nomination d'un tiers des membres du Sénat accordé au chef de l'exécutif. En plus de constituer une immixtion du pouvoir exécutif dans le pouvoir législatif, en violation du principe de la séparation des pouvoirs, ce pouvoir de nomination participe à l'hypertrophie de la fonction de président de la République. Un mal qui ronge les institutions politiques africaines et qui explique bien des maux dont l'Afrique souffre, notamment le népotisme, le clientélisme, les dérives dictatoriales, etc. En effet, le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. La Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale avait bien perçu ce danger et avait insisté afin que tous les membres du Sénat soient élus. En d'autres termes, que l'alinéa 2 de l'article 87, qui parle donc de la composition du Sénat, soit réécrite. Les personnalités visées par cette disposition de la future Constitution, à savoir les anciens présidents d'institutions, anciens premiers ministres, personnalités et compétences nationales, y compris des Ivoiriens de l'extérieur et des membres de l'opposition. Je lis textuellement ce qui est écrit dans le projet de Constitution. Ces personnalités pouvant être nommées au sein d'autres institutions. C'était la revendication de la Commission des affaires générales et institutionnelles. L'émissaire du gouvernement a estimé que cette intrusion de l'exécutif dans le législatif ne pouvait aucunement affecter l'indépendance du Parlement. Les députés se sont inclinés et la disposition a été maintenue en l'état. L'indépendance du pouvoir judiciaire, autre pilier de la démocratie, ne connaît aucune avancée dans ce projet de constitution. La Commission des affaires générales et institutionnelles l'a relevé, ajoutant que les crises post-électorales survenues en 2000 et 2010 trouvent leur source en partie dans l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel, qui est un organe inféodé au pouvoir exécutif. Ce sont les parlementaires de l'Assemblée nationale qui le disent. Les émissaires du gouvernement ont refuté ces arguments, estimant pour leur part que la faute incombe aux personnes qui animent cette institution et ne devrait pas remettre en cause l'institution elle-même ni le mode de désignation de ses membres.
Cette attitude de déni de la réalité, de cécité et de surdité est manifestée également vis-à-vis de l'immixtion de l'exécutif dans le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Le projet de constitution opère certes une légère avancée en proposant le retrait du président de la République du Conseil supérieur de la magistrature, article 145. Mais les émissaires du gouvernement ont refusé de suivre la commission des affaires générales et institutionnelles qui a souhaité que le président du Conseil supérieur de la magistrature soit élu au sein de cette instance, arguant que, et ce sont les émissaires du gouvernement qui le disent, que l'élection serait une source potentielle de division du fait de l'adversité que créerait le jeu électoral. En définitive, qu'il s'agisse du Conseil constitutionnel et du Conseil supérieur de la magistrature, les parlementaires se sont inclinés face au gouvernement et maintenu la soumission du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif. Un exécutif envahissant et inutilement encombrant. La volonté du chef de l'État, dans son avant-projet de constitution, est de passer d'un exécutif bicéphale à un exécutif tricéphale par l'introduction d'un vice-président aux côtés du président de la République et du Premier ministre. Le vice-président, qui devrait être élu sur la même liste que le président de la République, assurerait principalement une fonction de suppléance par délégation des pouvoirs du chef de l'État. L'absence d'attribution propre reconnue à cette nouvelle personnalité politique dénote de son inopportunité dans l'ordonnancement juridique ivoirien, dans lequel la suppléance du chef de l'État est actuellement organisée entre le Premier ministre et ses ministres. Par ailleurs, ce dernier, en cas d'exercice intérimaire du pouvoir pour l'une des causes prévues pour l'indisponibilité du chef de l'État, resterait dépourvu de pouvoirs très importants, notamment l'impossibilité de nommer ou de révoquer le Premier ministre, ce qui le rendrait irresponsable, de saisir le peuple pour toutes les questions nécessitant l'organisation d'un référendum et de procéder à la révision de la Constitution. Ensuite, dans la logique de cet avant-projet, le président de la République pourrait désormais cumuler les fonctions de président de la République et de celles de président de parti, ce qui constituerait un grave recul des valeurs démocratiques à travers la constitutionnalisation d'une violation dont il se rend coupable avec l'inobservation de l'actuelle Constitution qui lui interdit l'exercice de toute fonction partisane. 3. Proclamation démagogique des droits et des libertés. Les droits et libertés consacrés dans le projet de Constitution demeurent simplement formels, sans prise sur la réalité nationale. Ces droits sont plus une profession de foi qu'autre chose. En effet, l'article 2 dispose, et je cite, « La personne humaine est sacrée », fin de citation, sans que la Constitution ne précise les conséquences qu'elle tire de ce caractère sacré. Avec la rébellion de 2000, dont les auteurs sont à l'heure actuelle au pouvoir, comment le chef d'État explique-t-il les massacres des gendarmes à Korogo et à Bouaké, les massacres de Naïbli à Man, pour lesquels justice n'a pu être faite jusqu'à ce jour? Les articles 6 et 7 précisent que, et je cite, « Toute personne a droit à un procès équitable et nul ne peut être arbitrairement arrêté, poursuivi ou détenu. » Que dire alors de tous ces prisonniers politiques qui croupissent dans les prisons du pays et dont certains n'ont jamais pu rencontrer de juge depuis leur emprisonnement? Il y a manifestement dans ce projet une volonté d'occulter la réalité politique du pays, marquée par les nombreuses violations des droits de l'homme. C'est pour fuir cette réalité que les auteurs du projet refusent la mise en place d'une assemblée constituante dont l'objectif aurait été de solder le passif de la Deuxième République si l'on doit passer à la Troisième République. La volonté du chef de l'État d'être à la fois président de la République et président du RDR fait de lui un chef
plus prompte à défendre les droits de ses partisans que ceux de l'ensemble de la population, ce qui dénote d'un manque d'attachement à l'unité nationale. Le projet énonce le droit de toute personne à avoir un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable. Toutefois, le texte n'envisage aucune sanction dans l'hypothèse du refus de l'administration d'exécuter une décision qui lui serait défavorable. Alors qu'il urge désormais d'envisager la responsabilité pénale de l'autorité administrative qui refuserait d'exécuter une décision de justice pourtant définitive, et que nous observons quotidiennement que les procès auxquels sont soumis les cadres de l'opposition sont loin de respecter ces proclamations que l'on enregistre dans le projet de constitution. Au demeurant, comment des libertés et des droits peuvent-ils prospérer dans un régime monarchique où la séparation des pouvoirs n'est pas assurée et l'équilibre des pouvoirs respecté? Les droits et libertés proclamés dans le projet de constitution relèvent plus du mimétisme, du maquillage et de la démagogie que d'une volonté de les voir réellement reconnus, appliqués et respectés. En conclusion, je voudrais dire que les incohérences, les insuffisances de ce projet de constitution sont nombreuses. Nous ne pouvons pas vous soumettre à une analyse détaillée, sinon nous en aurons jusqu'à la fin de la journée. Mais je voudrais dire que même au niveau du Parlement, quoique ce soit un Parlement totalement acquis au régime au pouvoir, les députés ont eu le courage de soulever de nombreuses questions pertinentes. Toutes ces questions ont été rejetées par les émissaires du chef de l'État. Or, le passage d'une république à une autre a toujours été marqué par le souci de faire évoluer et moderniser la vie politique, les institutions de la République et le renforcement de la démocratie et de l'État de droit. L'élaboration d'une constitution se présente donc comme le renouvellement de la fondation de l'État avec la participation de l'ensemble des forces vives d'une nation, celle-ci devant porter la marque de la souveraineté qui appartient au peuple seul. C'est seulement quand la nation prend conscience d'elle-même, de son unité et de sa force, qu'elle met en place une assemblée constituante pour que celle-ci explicite, après de fructueuses discussions, les principes qui règlent l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs politiques, en même temps que ceux qui consacrent les droits et libertés des individus, leur place dans la société et leur rapport avec l'État. L'avant-projet que le chef de l'État s'apprête à soumettre au peuple, au vu des dispositions et procédures annoncées, constitue une intolérable dérive monarchique du pouvoir. Cette dérive monarchique est une régression sans précédent de la vie politique ivoirienne et un recul intolérable du combat pour la démocratie et les droits de l'homme. Elle consacre, cette constitution, la mainmise d'un clan sur tout l'État. Ce n'est pas le règlement intérieur du RHDP, car le RHDP est l'une des victimes de cette constitution. Si l'on se réfère à ce qui peut apparaître comme des tentatives d'inflexion des députés du RHDP, on peut comprendre qu'au fond d'eux-mêmes, ils n'adhèrent pas à ce projet de constitution. Qu'au fond d'eux-mêmes, de nombreuses dispositions de cette constitution ne leur conviennent pas. Qu'au fond d'eux-mêmes, ils auraient souhaité que la Côte d'Ivoire saisisse l'occasion de ce débat constitutionnel pour faire des avancées, pour opérer des avancées dans le sens de la démocratie, de l'unité nationale et du progrès économique et social de notre pays. Ce n'est donc pas le RHDP qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est la volonté d'un individu de contrôler l'État, qu'il considère à l'heure actuelle comme un bien privé, qu'il a acquis le 11 avril 2011, à l'issue donc de cette grave crise post-électorale. Opère avec la Côte d'Ivoire comme un propriétaire vis-à-vis d'un patrimoine personnel,
Et aujourd'hui, ce qu'il nous propose, c'est moins une constitution. C'est même pas le règlement intérieur du RHDP. C'est son testament pour organiser la dévolution de son patrimoine à ses successeurs, de manière à ce que ce patrimoine reste dans la famille. C'est pourquoi aussi bien le peuple de Côte d'Ivoire que ce qui fait à l'heure actuelle même office de parlement ont été royalement ignorés. Que ce projet est passé directement du comité des experts à l'Assemblée nationale, sans même qu'il ait, je dirais pas la courtoisie, mais la décence de le mettre à la disposition des partis politiques et des organisations de la société civile, ne serait-ce que pour qu'ils puissent en faire ce qu'ils veulent, puisque de toute façon, ils sont exclus dès le départ du processus d'adoption. Mais le chef de l'État se comporte comme s'il était dans un domaine privé qu'il s'agit d'organiser pour que après lui, ce soit toujours lui. C'est pourquoi la question qui est posée à l'heure actuelle, c'est la question de savoir la position que le peuple de Côte d'Ivoire, que les partis politiques et la société civile devraient observer vis-à-vis de ce projet de constitution. Je crois que le FPI et les partis membres de l'Alliance des forces démocratiques estiment à l'heure actuelle qu'ils ont été ignorés dès le départ, que cette constitution en définitive n'en est pas une, que le référendum qui est envisagé n'en est pas un. Ce n'est même pas une conférence du RHDP, c'est un plébiscite que le chef de l'État veut obtenir directement du peuple pour avaliser, je dirais, la mainmise qu'il organise sur l'État de Côte d'Ivoire, pour que par ce vote, les Ivoiriens lui cèdent définitivement et peut-être juridiquement, légalement, ce qu'il a acquis, de la manière que nous connaissons le 11 avril 2011. Nous ne pouvons pas donc nous sentir concernés par cette constitution. Cette constitution n'est pas la nôtre, puisqu'elle n'est pas une constitution. Ce référendum ne nous engage pas, puisque ce n'est pas un référendum constitutionnel. C'est pourquoi nous appelons tous nos militants, tous nos compatriotes qui croient dans le combat que nous menons, à ne pas se sentir concernés par ce qui va se passer le 30 octobre 2016. Le 30 octobre 2016, rien qui concerne la Côte d'Ivoire ne se passera en Côte d'Ivoire. Il faut que les Ivoiriens circulent, qu'ils vaquent à leurs occupations, parce que l'opération qui va se dérouler le 30 octobre ne les concerne pas. Il faut qu'ils réservent leur vote pour l'élection législative à venir, c'est-à-dire pour le 18 décembre 2016. À cette occasion, nous les appelons à se mobiliser massivement pour porter au Parlement la majorité des députés de manière à ce que le FPI et l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire aient les moyens juridiques, les moyens politiques pour abroger ce qui va se passer le 30 octobre et mettre en œuvre un projet constitutionnel qui soit fondateur de la paix, de l'unité nationale, de la démocratie et du progrès économique et social dans notre pays. Voilà donc la position que nous voulons exprimer ce jour. Nous faisons confiance à nos compatriotes. Nous leur disons merci pour le soutien qu'ils ont toujours apporté et nous comptons sur eux pour que le 30 octobre 2016, ce soit encore un désert plus chaud et plus vide que le désert qu'ils ont observé en décembre 2011, que l'opinion internationale note que le peuple a compris le message, que le peuple a compris le piège et que le peuple a désavoué ce projet de M. Alassane Ouattara qui veut transformer la Côte d'Ivoire en une monarchie, en un empire, comme Napoléon Bonaparte l'a fait après le 18 Brumaire, en instaurant le consulat,
composé aussi d'un exécutif tricéphale, avec Napoléon comme le premier consul, mais nous savons que le premier consul est devenu par la suite un consul à vie et que la République a basculé dans l'Empire. C'est cette procédure qu'on nous propose, c'est ce schéma qu'on nous propose, c'est ce plan qu'on nous propose. Il faut que nous désamorçons ce plan, que nous déjouons ce projet et que nous fassions en sorte que la souveraineté nationale soit préservée et respectée. Je voudrais encore une fois vous dire merci et dire que nous sommes à votre disposition pour vos questions éventuelles.